L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un condensé de tout ce qui a été mis à jour cette année dans le cours d'architecture des systèmes informatiques. Donc pour ceux qui auraient décortiqué toutes les vidéos en 2020, voici uniquement ce qui a changé en 2021. Dans la première vidéo des 6 vidéos consacrées au processeur, au CPU, la fin de la vidéo était mise à jour pour introduire l'architecture Big Little. Donc, ce qui va suivre ici, je vais reprendre tel quel le speech de ce moment-là. Donc, ne vous étonnez pas si je dis que la vidéo se termine, c'est parce que je n'ai pas refait l'explication, je ne me suis pas réenregistré une deuxième fois. Donc, ne prêtez pas attention à ce petit détail. Pour conclure, donc on revoit ici un schéma bloc d'un processeur. Il y a depuis déjà quelques années, surtout en téléphonie, des processeurs, téléphone, tablette, etc., des processeurs dits de type Big Little. Et depuis quelques mois, donc ici en 2021, sont sortis également chez Intel des processeurs de ce type d'architecture. Et il y a, je dirais, une petite année maintenant, également chez Apple, avec l'Apple M1, des processeurs également en Big Little. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'on a dans la zone ici des cœurs conventionnels, et à côté de ça, on a des plus petits cœurs qui ont été installés dans le processeur. Et l'idée étant, c'est que les plus petits cœurs, ils servent quand la charge de calcul est faible. Donc quand vous ne faites pas grand chose avec votre ordinateur, alimenter les gros cœurs, ça consomme plus qu'alimenter les petits cœurs. Et donc dans ce cas-là, ce sont les petits cœurs qui sont mis à contribution. Mais bon, ils sont plus petits et également moins performants, mais quand vous n'avez pas de grosse charge de calcul à ce moment-là, ils font très bien l'affaire. Et puis quand vous lancez du calcul intensif, alors c'est les gros cœurs qui prennent leur lait, et en fonction du type d'architecture, les gros et les petits peuvent fonctionner en même temps, ça dépend. En téléphonie, c'est moins souvent le cas, mais je sais qu'avec les derniers processeurs Intel, donc la génération 12, tous les cœurs peuvent fonctionner en permanence. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de gagner un petit peu en consommation, et éventuellement, s'ils peuvent tous fonctionner en même temps, on gagne un petit peu en perf aussi. Voilà, cela clôture donc cette vidéo. Dans la troisième vidéo consacrée au chapitre 2 sur les processeurs, a été rajoutée une explication un peu plus détaillée sur la notion d'overclocking. Passons à une définition intéressante, qui est la définition du terme overclocking. L'overclocking, c'est quoi? C'est de modifier le coefficient de multiplicateur et ou la fréquence d'horloge de base du processeur. Du coup, si on augmente une de ces deux valeurs ou les deux, ça va augmenter la fréquence de fonctionnement du CPU et donc, de facto, les performances. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire manuellement. Prenons un exemple. Avec le même processeur que dans le calque précédent. Si maintenant on augmente la petite fréquence de base, on passe de 100 MHz à 102 et le ratio 38 on passe à 50, on multiplie tout ça, on obtiendra une fréquence de fonctionnement de 5,1 GHz à la place de 3,8. Donc, du coup, les performances seront supérieures au fonctionnement à 3,8. Le problème, c'est que le processeur va chauffer beaucoup plus, et que la marge de manœuvre, on ne peut pas faire ça à l'infini, je ne peux pas mettre 17 GHz, donc il chauffe plus. Imaginons que j'arrive à le refroidir, ok, mais il y a quand même d'autres limites. Et donc, sur la fréquence de base, généralement, la marge de manœuvre n'est que de quelques pourcents. C'est pour ça que dans l'exemple, je suis passé de 100 à 102. Les coefficients sur les processeurs conventionnels, ils sont bloqués. Donc le 38, je ne peux pas le bouger. Si vous voulez avoir un processeur, donc chez Intel je parle, si vous voulez avoir un processeur, vous pouvez modifier ce coefficient, il faut acheter un Intel de version K, donc il coûte un peu plus cher pour qu'on puisse le bidouiller, c'est fait pour, c'est du marketing. Et chez AMD, alors je ne suis pas un expert AMD, mais j'ai en tête qu'ils sont tous déverrouillés, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il faut savoir aussi que pour monter la fréquence, des fois, il est nécessaire de monter la tension du processeur pour qu'il accepte cette fréquence plus élevée, sauf que l'échauffement thermique évolue au carré de la tension d'alimentation. Donc la moindre petite augmentation de tension peut avoir des répercussions
assez notable sur l'échauffement du processeur. Donc voilà, on peut bidouiller pour essayer d'augmenter les performances. C'est quelque chose qui se faisait avant, par beaucoup de gens, enfin beaucoup d'amateurs passaient leur temps à faire de l'overclocking comme ça. À notre époque, c'est de moins en moins utile dans le sens où les fameux 3,8 GHz que vous avez ici affichés en blanc, c'est une fréquence de base et cet overclocking que j'ai écrit ici en jaune, bah, il se fait automatiquement en fait. Il se fait automatiquement par d'usine. Voilà, c'est prévu pour ça. Je vais vous présenter ça au calque suivant. Dans la 4e vidéo consacrée au processeur, il y a 2 calques de fin qui ont été rajoutés. Donc un premier pour mettre en garde contre l'indication trompeuse du TDP des processeurs, ce qui me permet également d'ensuite introduire la notion d'undervolting. Alors, comme c'est la fin de la vidéo 4, cet extrait vient de la fin de la vidéo 4, bah, je dis que c'est la fin de la vidéo, mais ne prenez pas en compte cette information. Alors maintenant, on va parler du TDP. Donc on va reparler du TDP. Donc les constructeurs dans la doc technique vous annoncent des TDP. Donc le nombre de watts à devoir dissiper. Et sauf que bah, le TDP annoncé, c'est le TDP avec la fréquence basse. Donc si on regarde par exemple ici l'utilisation de ce processeur-là pour un logiciel X de test, vous avez ici ça, la consommation électrique. Alors la consommation électrique, oui, c'est pas le TDP, c'est un petit peu supérieur au TDP, mais c'est kiff-kiff. La différence entre les deux est assez négligeable. Donc la puissance consommée ici, donc on peut dire que le TDP c'est quasi la même chose. On voit qu'il y a carrément des pics à 180 watts. Donc vous voyez qu'on est loin du TDP annoncé et en plus la charge de calcul sur ce système-là n'exploite pas toutes les unités de calcul du processeur. Il n'y a pas les unités vectorielles, donc AVX, qui sont utilisées. Si on prend un autre test avec ces unités-là, on voit qu'on a même des pointes, donc sur la même machine, dans les pires cas, des pointes à carrément 290 watts, donc quasi 300 watts, pour un processeur qui, je le rappelle, est annoncé 125 watts. Ça veut donc dire que votre système de refroidissement, vous ne devez pas le dimensionner sur base du TDP annoncé, vous devez prendre une grosse marge de sécurité. Et la marge de sécurité, c'est un petit peu la proportion que vous avez entre la fréquence de base et la fréquence max, la fréquence turbo. Le TDP annoncé, c'est pour la fréquence de base. Et si la fréquence de turbo, par exemple, c'est 2 fois celle de base, votre système de refroidissement devra pouvoir dissiper un TDP 2 fois supérieur au TDP annoncé. C'est comme ça qu'il faut dimensionner son système de refroidissement. Donc faites gaffe au TDP annoncé, et de là ça me permet de vous apporter une autre notion. On a donc la notion de undervolting. Donc je vous rappelle que les processeurs, donc leur fréquence varie en permanence, mais en plus il y a également la tension qui varie en permanence. Donc sur les gros modèles, généralement à l'heure actuelle on est à 1,4 volts en version réglage par défaut sur une grosse charge de calcul, et puis cette tension baisse à un peu moins d'1 volt. Et entre les deux, entre le processeur fait rien et le processeur est à fond, il y a différents paliers intermédiaires de tension. Qu'est-ce qui se passe si on bouge la tension d'un processeur? Si la tension est trop basse, la machine plante, et si la tension est trop haute, la machine chauffe plus. Ce qu'il y a, c'est que les fabricants de cartes mères, ils veulent absolument éviter que les machines plantent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une marge de sécurité et ils appliquent souvent une tension un peu plus élevée que ce qui est vraiment nécessaire pour que le système fonctionne. Voilà, ils prennent une petite marge de manœuvre. Alors, je vous rappelle que le TDP, c'est une constante, la tension au carré fois la fréquence. Donc, ça veut dire qu'une petite variation de tension peut avoir un gros impact sur le TDP et donc l'échauffement. Donc, il peut être intéressant de faire ce qu'on appelle de l'undervolting, c'est de baisser la tension de votre processeur. Alors, ça permet, donc ce cas, c'est qu'il faut faire des tests, il faut tâtonner, il faut y aller pas à pas, mais en baissant légèrement votre tension, vous allez avoir un impact non négligeable sur l'échauffement et la consommation. Et vous pouvez même avoir un effet secondaire à ça, c'est que si votre système de refroidissement était un petit peu limite, le fait de baisser la tension,
Ça va peut-être rendre votre système de refroidissement moins limite du coup, vu que l'échauffement va baisser de manière notable. Et du coup, votre système va peut-être du coup augmenter ses fréquences à un niveau plus élevé qu'avant. Et donc vous allez avoir un gain de performance finalement en faisant de l'undervolting. Donc c'est une technique qui peut être appliquée aussi bien en CPU que même en carte graphique. C'est un truc assez courant, que ce soit des PC fixes ou les portables. Très intéressant pour les PC portables. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la dernière vidéo consacrée au CPU, a été mis à jour la partie parlant du processeur Apple M1, car en 2020, au moment où j'avais tourné cette vidéo, il n'était pas encore sorti. Et maintenant, on a un peu de recul, donc j'ai dû revoir un petit peu mon discours. Ce qui est intéressant, c'est le cas Apple. Donc, si on reprend les deux familles, hein, x86 et ARM, on a donc une frontière de compatibilité entre les deux, autant pour le matériel que pour le logiciel. Avec donc d'un côté les PC et de l'autre côté les téléphones et tablettes. Dans le cas des Apple, par exemple les MacBooks, donc jusqu'à peu, vous n'aviez pas trop le choix. Quand vous achetiez un MacBook, c'était un ordinateur équipé d'un processeur Intel Core i machin, donc quelque chose qui est de la famille x86. Sauf que maintenant, depuis peu, vous avez également le choix de prendre des Apple avec processeur Apple, donc le M1 en l'occurrence, et ce processeur, c'est plus de l'X86, c'est de l'ARM. Ce qui veut dire qu'on est de l'autre côté de la frontière de compatibilité et que donc, en théorie, des logiciels qui sont de ce côté-ci ne sont pas censés fonctionner sur un Apple M1. C'est génial. Toutefois, les gars de chez Apple, ils n'ont pas été complètement stupides. Ils ont intégré à leur système de façon logicielle et un tout petit peu de hardware, mais principalement logiciel, un émulateur qui va permettre à l'Apple M1 de pouvoir faire tourner des logiciels en provenance de l'univers x86. Attention que ce système n'offre pas la garantie que les applications vont être correctement émulées. Donc une application émulée, c'est quand le logiciel x86 va tourner, chaque instruction machine x86 va être traduite par l'émulateur avant d'être exécutée par le processeur ARM. Dans certains cas, ça a un impact sur les perfs. Et donc dans certains cas, cet impact est négligeable. Dans d'autres cas, quand même, on le note, mais bon, tant pis, on fait avec. Dans d'autres cas, c'est trop lent, donc on abandonne, et ça peut aller jusqu'au fait au cas de figure où l'application x86 ne tourne même pas. L'émulateur n'est même pas capable de la faire d'émuler complètement. Donc voilà, sachez que si vous achetez ce type de matériel, potentiellement vous risquez d'être confronté à des problèmes de compatibilité. Dans la dernière vidéo consacrée à la mémoire vive, ont été ajoutées deux choses. Une première chose, c'est la notion de rank ou de rank, et est également ajouté en fin de vidéo un calque donnant quelques conseils pour le choix de barrette de RAM. Donc à nouveau, ne faites pas attention au fait que je dis que cela clôture la vidéo. Une autre caractéristique technique qui peut avoir un impact sur les performances, c'est la notion de rank. Prenons l'exemple ici avec la première barrette de RAM là, donc on a un seul rank, et sur la dernière barrette de l'illustration ici, on a deux ranks. Si vous regardez sur la première, il y a des puces que d'un seul côté, et sur la deuxième, il y a des puces des deux côtés. On pourrait se dire, du coup, s'il y a des puces de part et d'autre, c'est une dual rank. Eh ben non. Si vous regardez la barrette ici, il y a des puces des deux côtés, et ça reste une single rank. Donc ce n'est pas un indicateur. Sur la première barrette, ce sont des puces qui communiquent en 8 bits. Il y en a 8. 8 x 8, 64 bits. Sur la deuxième barrette, ce sont des puces qui communiquent ici en 4 bits. Donc 16 x 4, 64 bits. Et sur la dernière barrette, on a 16 puissance 8 bits. Donc on a deux canaux de 64 bits. Une barrette dual rank, vous pouvez voir ça un petit peu comme un... C'est pas tout à fait un dual channel, mais ça, on peut faire une approximation dual channel sur une seule barrette. L'idée de ça, c'est que quand vous avez des données qui se trouvent sur un canal, pendant que le canal s'ouvre, l'autre canal peut être lu. Donc il y a une alternance qui se fait un canal après l'autre, ce qui permet de masquer éventuellement certaines latences. Donc la latence globale de la barrette est un tout petit peu moins bonne sur une dual rank, mais il y a du masquage de latence qui fait que quand un canal est occupé, l'autre peut être utilisé.
Donc au final, les performances d'une dual rank sont en théorie supérieures à une single rank. Donc tout ça c'est en théorie. Dans la pratique, bah oui, il peut avoir des différences. Sur le matériel grand public, c'est du single et du dual rank. En matériel plus industriel, ça peut aller jusqu'à de l'octorank. Donc les gains de perf, généralement, il faut préférer les barrettes dual rank à des single rank. Cependant, il arrive que des fois, c'est plus intéressant de mettre des single rank. Il y a certains processeurs qui, quand on remplit tous les slots de RAM sur la carte mère, se comportent un peu mieux quand c'est du single rank. Mais bon, on parle de gains qui sont relativement minimes. Mais dans la pratique, voilà, favoriser les dual rank. Cependant, cette caractéristique technique est rarement présente dans les docks commerciales. Bref résumé pour le choix des barrettes de RAM. Donc d'abord, bah, vous gourrez pas sur le format, qui dépend si vous êtes sur du portable, du PC, du serveur. Donc voilà, vous gourrez pas là-dessus. Ensuite, bah, favorisez le dual channel, 2 barrettes de 8 plutôt qu'une de 16. Vous gagnerez en perf. Pensez à avoir un bon équilibre entre les fréquences et les latences. Donc ici, j'en ai pas trop parlé, mais les DDR5 sont sortis. Les DDR5 ont des fréquences de malade, mais ont des latences exécrables. Heureusement, je veux dire, dans beaucoup de logiciels sont plus sensibles au débit, donc aux fréquences, qu'aux latences. Donc globalement, ça marche mieux que la DDR5, mais il y a quelques logiciels où ça marche moins bien. Donc c'est bien d'avoir un équilibre. Monter dans des fréquences de malade et des latences super petites, bah, ça coûte très cher. L'investissement que vous allez mettre est rarement rentabilisé sur le gain, par rapport au gain en performance que vous allez avoir. Donc ça ne sert à rien de monter dans des barrettes de RAM aux caractéristiques extrêmes. Faites gaffe à la hauteur de vos barrettes parce qu'il y a un système de refroidissement à proximité à placer pour le processeur et donc potentiellement il peut avoir des incompatibilités avec votre barrette de RAM physique, donc au niveau de la hauteur des barrettes. Évitez de mélanger différents formats de barrettes, différents types de barrettes de RAM. Donc essayez de prendre les mêmes. Un conseil, le grand minimum à l'heure actuelle c'est 8 Go pour de la 3D. Et un petit truc, il faut généralement que votre RAM fasse au minimum la quantité de RAM que vous avez sur votre carte graphique. Donc si c'est pour une utilisation grand public, enfin type jeu vidéo, grand public, voilà, je crois que c'est une règle. Si votre carte graphique fait 8 Go, il faut 8 Go de RAM pour éviter certains cas de figure qui peuvent potentiellement problématiques. Et dans le cas d'une machine pour du calcul plus scientifique, donc plus serveur, etc., ou simulation scientifique ou station de travail, c'est important d'avoir plus de RAM que de mémoire graphique. Donc si votre carte graphique a 8 Go de RAM, il faut une machine avec au moins 16 Go de RAM. Donc ça, c'est une petite règle à respecter. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, ça c'est un conseil perso que je vous donne. Voilà, ceci termine le chapitre sur les barrettes de RAM. Pour les chapitres 4 et 5, il n'y a pas eu de modification en 2021. Pour le chapitre 6, par contre, il y a une petite mise à jour, il y a eu l'ajout d'une nouvelle norme et un ajout concernant quelques conseils sur le placement de l'alimentation. Avant de conclure, encore deux petites choses. Donc, en ce qui concerne le positionnement de l'alimentation, c'est juste, enfin, c'est du bon sens, hein. Donc, il ne faut pas se gourer. Si vous avez un boîtier où la lime se place en haut, vous avez ici l'orientation en fonction de si vous avez une ouverture ou pas de l'alimentation dans le boîtier. Vous avez ici l'illustration pareil si l'alimentation se met en bas. Donc, s'il y a une ouverture dans le boîtier, c'est mieux de mettre le grillage de la lime vers le bas, comme ça elle aspire l'air frais et elle le recrache derrière. S'il n'y a pas d'ouverture ici, il faut mettre l'ouverture de la lime vers le haut. Cependant, tout ça c'est du bon sens, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a les alimes passives et les alimes 0 dB, donc avec le ventilateur qui se marche après un certain temps ou après une certaine température. Et dans ce cas-là, que ce soit l'une ou l'autre,
donc pour les passifs d'office, il faut mettre l'ouverture vers le haut, parce que comme vous le savez, la chaleur monte. Si vous la mettez vers le bas, bah, d'office, ça va poser problème. Et pour les 0 dB qui ont quand même un ventilateur, que vous ayez une ouverture ici ou pas, personnellement, je préfère mettre l'ouverture vers le haut. Comme ça, quand le ventilateur ne tourne pas, bah, la chaleur monte. Ce qui retarde en fait le moment où la ventilation se met en route. Petit problème, c'est quand la ventilation se met en route, elle aspire alors comme ça l'air. Et généralement, à cet endroit-là, vous avez également la carte graphique qui va aspirer l'air, mais dans un sens opposé, donc les deux vont se battre. Donc ce conseil-là n'est valable que si vous avez une capacité d'aspiration ici suffisante. Dernière petite chose avant de passer à la conclusion, c'est la nouvelle norme d'alimentation, la TX 12VO pour 12 volts only. Où l'idée, donc déjà, est-ce que ça va être le nouveau standard à partir de l'année prochaine? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui poussent pour. Donc l'idée, c'est que l'alimentation ne délivre plus que du 12 volts. Donc il n'y a plus de 5 volts et de 3 volts, etc. Ce qui permet de simplifier l'alimentation. Cependant, il y a encore du matériel. Oui, et alors, il y a un nouveau connecteur, évidemment. Nouveau format, nouveau connecteur. Donc pas compatible avec le matériel actuel. Ça commence à sortir, hein, les ALM 12 volts only pour le moment. Donc c'est vraiment en ce moment qu'on en parle beaucoup. Cependant, il y a encore du matériel, comme par exemple les SSD, qui ont besoin de 5 volts. Dans ce cas-là, bah, c'est maintenant la carte mère qui se charge de fournir, de faire la conversion 12 volts vers 5 volts. Donc on fait que déplacer le problème. Le but d'une alimentation étant de fournir des tensions, bah, on s'est dit, ah bah non, on va mettre ça ailleurs. Ok, chercher la logique. L'utilité pourquoi? Bah, il y en a une, soi-disant, c'est que faire une alim qui ne donne que du 12 volts, ça permet d'améliorer les rendements de l'alim. Ok. Ok. Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut tout racheter. Enfin, il faut racheter une carte mère compatible et une alim compatible. Voilà. Donc, ça intéresse fort le marketing. Donc, je ne sais pas si ce sera un futur standard ou si c'est une idée qui va faire que passer. Mais comme ça, vous avez l'information. Pour le chapitre 7 dédié aux cartes graphiques, dans la première vidéo, j'ai refait un peu mieux l'explication sur le DLSS. Alors à nouveau, c'est une explication qui arrive en fin de vidéo, donc ne tenez pas compte de la mention où je dis que la vidéo se termine. La dernière unité qui nous restait à voir, ce sont les Tensor Core. Alors ces unités servent uniquement à accélérer les calculs d'intelligence artificielle. Donc dans le cas des gros serveurs avec plein de GPU qui traitent des algorithmes d'IA, bah, ces unités servent à accélérer ces traitements-là. Ou bien dans le cadre des rendus 3D, donc principalement jeux vidéo, mais pas que, donc sur la 3D temps réel, ces unités permettent d'accélérer les rendus à condition que, par exemple, il y ait la fonctionnalité DLSS qui soit activée. Donc, ce n'est pas de facto parce que vous avez ces unités présentes dans votre machine qu'elles vont fonctionner systématiquement quand il y a un rendu 3D. Il faut que le logiciel les exploite. Et le DLSS, donc pour Deep Learning Super Sampling, si je m'en rappelle bien, c'est une fonctionnalité qui permet d'utiliser ces unités. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'idée. Donc, vous avez à gauche, donc quand vous avez un rendu 3D qui est calculé, il est converti en 2D pour être affiché sur votre écran. Et votre écran, c'est une matrice de pixels. Et quand on fait un zoom ou quand vous mettez votre nez sur votre écran, s'il y a une ligne en diagonale qui traverse votre écran, une ligne noire, vous avez du coup un effet d'escalier à chaque nouveau pixel. C'est un peu moche. Et donc pour éviter ça, il y a ce qu'on appelle, donc ça s'appelle de l'aliasing. Et donc dans les scènes de rendu en 3D, on peut activer un algorithme d'anti-aliasing qui va un petit peu flouter comme ça ces bords, comme vous le voyez ici, et qui va donner l'impression que simuler une définition supérieure d'écran. En fait, en quelque sorte, c'est ça. Pour que ça fonctionne, il y a différents algos qui existent, mais un exemple est le suivant. C'est à gauche, c'est une image classique, calcul en 1080p. Et donc là, il n'y a pas d'anti-aliasing. Et si on active le mécanisme d'anti-aliasing, l'algorithme va peut-être calculer votre scène en 4K pour ensuite la réduire en 1080p et ça donnera cet effet plus fluide au niveau de la droite. Il y a différents algos, ils ne fonctionnent pas tous comme ça, mais c'est une idée.
Avec le DLSS, et donc ça bouffe pas mal de ressources, parce que dans ce cas-là, le rendu, vous voyez, il est calculé en 4K, donc il y a 4 fois plus de pixels à calculer que de pixels que vous affichez. Donc ça, c'est beaucoup plus lent que de ne pas activer l'anti-aliasing. Et donc, avec le DLSS et les Tensor Core, l'idée, c'est que le système, il va pas faire calculer son rendu en 1080p, il va par exemple calculer un rendu en 540p, donc vous avez à quoi ça ressemble ici le rendu en 540p, et sur base de ce rendu-là, il y a les unités d'intelligence artificielle, les Tensor Core, qui vont imaginer les pixels manquants, et ils vont régénérer ça. Alors, c'est presque, enfin, ça paraît magique, mais c'est pas parfait. Donc si vous regardez bien, il y a des petites, comment je veux dire, aberrations qui font que l'image est un tout petit peu moins bonne qu'avec la solution précédente. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on arrive à avoir un résultat quasi similaire, tout en, au lieu je veux dire, de ralentir les calculs, on les accélère. Donc c'est vraiment une technologie très intéressante. Alors comment est-ce qu'ils ont rendu ça possible? Ils avaient des très gros serveurs chez Nvidia et ils ont entraîné les réseaux neuronaux en mettant à l'entrée des images basse résolution et en mettant à la sortie des images haute résolution. Les réseaux neuronaux se sont calibrés et puis maintenant l'idée c'est qu'on lui met une image basse résolution à l'entrée et le réseau neuronal imagine les pixels manquants à la sortie. Alors, il y a des fois des petites erreurs, mais ça donne des résultats plutôt convaincants. Donc ça, c'est une technologie propriétaire à Nvidia. AMD a un truc plus ou moins similaire qui ne requiert pas de Tensor Core, mais voilà, c'est un peu différent. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est un petit peu moins bon. Voilà, ceci clôture donc cette vidéo. Pour la dernière vidéo consacrée aux cartes graphiques, a été modifié donc le tableau avec les quantités de RAM conseillées. Et a été également refait le switch avec les différents types de mémoire afin d'introduire une nouvelle grandeur qui sont les débits exprimés en gigabits par seconde des puces mémoire. Pourquoi? Parce que les fabricants de GPU, normalement, ils installent suffisamment de mémoire par rapport aux performances du GPU. Donc, si c'est un GPU très performant, ils vont mettre beaucoup de mémoire. Si c'est un GPU lent, il ne faut pas mettre beaucoup de mémoire. Alors ça c'est généralement c'est vrai au début d'une génération. Après il y a le marketing qui s'en mêle et ça part en couille. Mais bon, bref, ça c'est l'idée de base. On en reparlera plus tard. Donc, revenons-en à nos quantités de mémoire. Donc en 2021, pour de la 3D temps réel, donc principalement du jeu vidéo, ça c'est une estimation perso, hein, mais je pense que c'est relativement cohérent par rapport aux besoins en mémoire graphique. Et donc, il y a un peu les trois cas de figure. Vous jouez en Full HD, vous jouez en 2K ou en 4K. Vous avez la quantité minimale ici, en dessous de laquelle il ne faut surtout pas descendre. La quantité OK, donc normalement, évitez la quantité minimale. Et la quantité relax, là, si vous voulez être tranquille pour les quelques années à venir. Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui achète un GPU avec 3 gigaoctets de mémoire, normalement le fabricant, s'il a mis 3 gigaoctets de mémoire dessus, c'est que c'était pas un GPU avec des performances suffisantes que pour jouer en 4K. Donc ne venez pas vous plaindre si le truc ne marche pas bien en 4K, c'est que vous n'avez pas acheté du matériel adéquat pour votre cas d'utilisation. Alors ça, c'est pour la 3D temps réel. Cependant, pour la simulation scientifique ou plus pour du travail, je vais dire, de rendu professionnel, le tableau là n'est pas valable. Donc pour tout ce qui est calcul scientifique et rendu professionnel, là, il faut plus que ça. Plus vous avez de la RAM, mieux c'est. C'est évidemment pas le seul critère, mais il en faut plus que pour du jeu vidéo. Voici la formule pour calculer la bande passante en octets par seconde, ou le débit en octets par seconde de la mémoire graphique. C'est sa fréquence logique de fonctionnement multipliée par le bus divisé par 8, parce que le bus est exprimé en bits. Alors, vous avez un tableau ici. N'ayez pas peur, on ne va pas tout décortiquer. Qu'est-ce qu'on a comme colonne? On a le type de mémoire, donc ça fait partie des données mises dans la doc.
On a du type de mémoire, ça implique un coefficient multiplicateur. Donc ça, c'est lié au type de mémoire. Donc vous voyez 2 pour de la DDR3 et par exemple 16 ici pour de la HBM2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une fréquence de fonctionnement réelle. Donc ça, c'est la fréquence réelle ici. Et une fréquence logique. La fréquence logique, c'est quoi? C'est simplement la fréquence réelle multipliée par le coefficient nous donne la fréquence logique. Et donc, c'est cette fréquence logique-là qui intervient dans la formule. Et si je prends la première ligne avec la DDR3, donc on a une DDR3 1250 MHz, x 2, ça donne 2500, que je multiplie par 64 divisé par 8, ici, ça me fait donc 20 gigaoctets par seconde. Voilà, c'est tout con. Alors, les mémoires que vous avez ici sous les yeux, c'est des mémoires plus ou moins qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Bon, au niveau des fréquences, je ne sais pas si c'est exactement ces fréquences-là, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et donc, on trouve encore à l'heure actuelle toutes ces gammes de mémoire-là au niveau des GPU, et on distingue trois familles. Les DDR3 qu'on trouve sur les produits d'entrée de gamme ou les superarnaque.com, Wish et consorts DDR3. Les HBM, c'est plus pour des cartes graphiques industrielles, donc c'est pas courant. Et puis on a toute la gamme des puces graphiques, je veux dire conventionnelles, qu'on a sur les cartes actuelles. Alors je vais m'arrêter sur un exemple, ici sur les GDDR6. Regardez bien, si dans la doc, vous regardez par exemple soit de la fréquence logique, la fréquence réelle, soit de la fréquence logique, et vous arrêtez à regarder ces informations-là, vous vous dites, ah, la GDDR6 à 1750 MHz va plus vite que la GDDR6 à 1500 MHz. En fait, pas forcément. Donc sur votre carte graphique, il faut regarder aussi la largeur de bus. Et donc si on regarde la fréquence et la largeur de bus, on voit que c'est la RAM qui paraissait la plus lente, qui est finalement beaucoup plus rapide que la RAM qui paraissait plus rapide, parce qu'elle a un bus beaucoup plus large. Donc c'est important de regarder la fréquence logique de fonctionnement et la largeur du bus. Donc c'est comme ça qu'on calcule la bande passante. À l'examen, vous n'aurez sûrement pas la bande passante, ça sera à vous de faire ces calculs-là, mais vous avez ici ce tableau sous les yeux. Alors un petit problème dans la vraie vie, c'est assez compliqué de faire ce calcul parce que les constructeurs, enfin surtout le marketing, soit nous donnent la fréquence ici, soit nous donnent cette fréquence-là, soit ils en inventent une qui se trouve à cheval entre les deux. Donc c'est toujours très compliqué de comparer les docs techniques, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les fréquences à mettre dans les docs. Par contre, souvent, ils annoncent les débits ou, depuis peu, ce qu'ils font, c'est que ils affichent un débit exprimé par pin au niveau de la RAM, donc par bit en fait, de la RAM. Et par exemple, sur la GDDR6, la GDDR6X qui est dans le tableau, donc cette ligne-ci, là, hop, c'est super dégueulasse ce que je fais, mais au moins vous voyez où c'est. Vous voyez que sa fréquence logique est de 19 200 MHz, et bien dans une doc technique, cette RAM-là, ils vont dire que c'est de la RAM à 19,2 gigabits par seconde. Voilà. Du coup, vous multipliez ça par le nombre de bits du bus, vous divisez par 8 et vous avez le débit. Donc c'est une autre façon d'exprimer les fréquences, et de plus en plus, c'est vraiment le terme qu'ils mettent en avant. Ça rend, ça rend le calcul plus simple. Pour le chapitre 8 dédié au boîtier à la ventilation, il n'y a pas eu de mise à jour. Pour la première vidéo du chapitre 9 consacré aux écrans, a été mis à jour le calque sur le rétroéclairage pour amener la technologie mini LED, et est également ajouté dans cette vidéo un débat sur l'utilité des écrans 8K. En ce qui concerne le rétroéclairage sur les écrans actuels, tous les écrans actuels, en tout cas tous les LCD actuels, c'est du rétroéclairage LED. Avant c'était des néons, enfin bon bref. Ici maintenant c'est du rétroéclairage LED, et il y a plusieurs architecture. On a par exemple ici le Edge LED. Donc vous voyez les LED, elles sont au bord de l'écran. Alors il y a une plaque qui diffuse la lumière un petit peu partout sur l'écran. On a le Full LED, donc c'est une matrice de LED, et on a le Full LED avec un local dimming où il y a des zones de LED comme ça qui peuvent être coupées, allumées, etc. Ça permet d'augmenter les contrastes. Donc si vous avez
je sais pas moi, une image où il y a une zone de l'image qui est claire, voilà, ici, et une zone de l'image qui est foncée là, et ben, le rétroéclairage sera allumé que d'un côté. Ça permet d'améliorer les contrastes, surtout dans les brochures. Car si on prend les écrans ici Edge LED, bah, comme le rétroéclairage allumé en permanence, bah, le rétroéclairage, le taux de contraste sera de 1000 pour 1 sur des bons écrans, tandis que sur l'écran avec Full LED Local Dimming, bah, le taux de contraste, comme d'un côté il coupe la LED et de l'autre côté il l'allume, bah, il sera de genre 10 exposant 6 pour 1, quoi, 1 million pour 1. Voilà, dans la mesure. Cependant, dans la pratique, ça ne sera pas forcément le cas, parce que imaginez, vous avez une scène, voilà, hop, vous regardez, c'est le ciel, il fait tout noir, c'est la nuit, et puis quelque part il y a une étoile, ben, là où c'est tout noir, ben, l'écran, le rétroéclairage sera coupé. Et là où il y a une étoile, le rétroéclairage sera allumé, sauf que c'est un carré. L'étoile, c'est pas un carré. Donc vous allez avoir un carré plus clair dans votre ciel noir. Voilà. Donc c'est pas. Il y a des effets d'artefacts comme ça de temps en temps, c'est pas génial. Et donc ça c'est ce que je viens de te raconter. Et donc depuis peu, depuis je pense 2 ans si je dis pas de conneries, il y a les mini LED sur le marché, ou Neo LED, enfin, ça porte différents noms, tout comme ces technologies-là portent différents noms en fonction des marques. Et l'idée, bah, c'est exactement comme le full LED, sauf qu'il y a beaucoup plus de LED, et les zones, donc les fameux carrés, sont beaucoup plus petits, et cet effet de carré qui se voit dans un ciel étoilé est beaucoup moins marqué, voire pas du tout. Voilà. Mais il reste il y a quand même des zones de LED. Hein. On n'a pas autant de LED que de pixels avec la technologie mini LED. Voilà, donc je le rappelle, en fonction des marques, toutes ces technologies peuvent avoir des noms différents. Ah voilà la stagiaire, qu'est-ce qu'elle veut? La 4K c'est pour les nazes, moi j'ai du 8K. Bah, la question à se poser, c'est les gens qui achètent des écrans 8K, c'est à quelle distance ils sont assis de leur écran. Donc Natsuni a acheté un écran 8K en 65 pouces, et à quelle distance était la 6? Est-ce que c'est justifié d'avoir du 8K par rapport à du 4K? C'est ce qu'on va regarder. Alors, je vous ai mis le lien vers un site ici. Ce site, c'est un petit simulateur qui va nous permettre de calculer quelques distances en fonction des spécificités de votre écran. Alors, comment ces calculs sont faits? Vous avez tout le détail sur le site. Donc, ici, j'ai encodé donc un écran de 65 pouces et une définition de 8K. OK. Ça me sort une première valeur qui est ici la distance minimale. C'est la distance en deçà de laquelle il est déconseillé de se mettre vis-à-vis de l'écran, parce qu'à cette distance, vous avez un angle de vision de 70 degrés qui est nécessaire pour voir toute l'image, et si vous rapprochez encore plus, bah, vous devez commencer à trop tourner la tête, c'est pas confortable. Donc ça, c'est une question de confort. Ensuite, vous avez la distance max. Alors ça, ce n'est qu'une recommandation. Donc l'idée, c'est que il vaut mieux pas être assis à plus de 2,77 m, mais enfin, il vaut mieux pas. Ce n'est qu'une recommandation. Vous pouvez vous mettre à 3 mètres. Alors cette valeur, elle vient d'où? Ça vient des cinémas. Les cinémas, pour avoir la certification THX, doivent garantir que le champ de vision nécessaire pour voir tout l'écran quand on est assis au dernier rang ne soit pas inférieur à 26 degrés. Voilà, ça vient de là. Donc ces deux distances sont calculées uniquement sur base de la diagonale de l'écran. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout la troisième distance, ce qui est basé sur la diagonale et la définition de l'écran. Et donc, le site nous annonce ici 61 cm. C'est la distance, si vous êtes assis au-delà des 61 cm et que vous avez une vue parfaite, donc 20 sur 20, normalement vos yeux ne vont pas voir la différence entre les différents pixels. Si vous êtes assis à une distance inférieure à ça et que vous avez une vue parfaite, donc si vous êtes assis à par exemple 60 cm, bah vous allez, votre œil est capable de voir la différence entre les pixels voisins. Évidemment, si votre vue est moins bonne, bah vous pouvez vous asseoir un peu plus près avant d'avoir cette limite. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe si on avait acheté un écran 65 pouces toujours, mais au lieu de mettre du 8K, de le mettre en 4K. Du coup, cette distance, en toute logique, les pixels étant plus grands, pour voir la différence des pixels, cette limite on doit être à une distance plus éloignée de l'écran. Et donc, j'ai encodé ça dans le simulateur, et ça nous donne 1,22 m. Donc, si vous êtes assis à moins d'1,22 m d'un écran en 65 cm, alors
Ok, le Wika fait sens. Maintenant, bon, je connais pas grand monde qui achète un écran 65 pouces et qui s'assied à 1m22. Bref, si maintenant vous êtes assis comme la plupart des gens qui achètent un écran de 65 pouces à plus d'1m22, alors le Wika n'a vraiment aucun intérêt. Votre œil ne voit pas la différence avec du 4K. Et c'est donc un argument purement marketing. Dans la dernière vidéo de ce cours, donc toujours sur les écrans, a été revu un peu le calque sur les vraies culettes, mais qui s'appellent pas culettes, mais bref, c'est compliqué, ceux qui s'appelaient QD OLED et puis qui ont encore changé de nom, vous allez voir. A été ajouté les micro LED et un tableau comparatif final, où cette fois-ci je dis que la vidéo se termine, et cette fois-ci ben, c'est pour de bon, la vidéo se terminera réellement. Première nouveauté, c'est la technologie qui s'appelle, enfin initialement s'appelait QD OLED, je vais venir après sur le nom. Et donc l'idée c'est la fusion de la technologie QLED avec la technologie OLED. C'est Samsung qui bosse là-dessus. Donc quand je parle de QLED, je parle des QLED qu'on trouve dans le commerce, hein, des écrans classiques, qui s'appellent QLED mais qui ne contiennent pas de QLED. Voilà. Et l'idée c'est de remplacer dans ces écrans, de dégager les LED du rétroéclairage et de mettre une dalle OLED. Sauf que contrairement à un OLED où il faut de l'OLED, des pixels bleus, rouges et verts sur un écran OLED, ici cette dalle OLED, ce sont tous des pixels bleus et qui émettent de la lumière bleue partout. Et devant cette dalle, bah, il y a les filtres QLED qui reçoivent une lumière bleue en entrée et qui soit font passer le bleu, soit transforment le bleu en vert ou en rouge. Et donc l'avantage de ce système, c'est que c'est pas un rétroéclairage permanent, vous allumez ou vous coupez le rétroéclairage derrière chaque pixel grâce à cette dalle OLED. Donc c'est le principe de fonctionnement. Et en plus, ça coûte moins cher de fabriquer une dalle complètement bleue au niveau OLED qu'un écran OLED complet. Donc ça baisse les coûts de production par rapport à un écran OLED. Ce n'est évidemment pas pour ça que ça sera moins cher à l'achat. Ça, c'est juste pour les coûts de fabrication côté fabricant. Et ça ne résout absolument pas le problème d'usure des OLED. Voilà, donc ça apporte des avantages de l'OLED, tout en apportant également des inconvénients de l'OLED. Et ça a également ça supprime des inconvénients du QLED, mais ça amène également des inconvénients du QLED. Bref, donc c'est une technologie un peu hybride qui va sortir. Et pour la petite histoire, c'est marrant, c'est que ils ont changé le nom de ça récemment. Ça va s'appeler, en tout cas, la dernière nouvelle que j'avais, c'est que ça allait s'appeler QD Display plutôt que QD OLED. Parce qu'il faut savoir que donc OLED, c'est plus la marque LG qui pousse l'OLED. Samsung a fait toute une promo marketing contre l'OLED, alors que c'est le plus gros fabricant d'OLED pour les téléphones. Enfin bon, bref. Du coup, comme le marketing a essayé de dégommer les OLED de LG, ils se sont dit, ouais mais merde, on a passé notre temps pendant des années à dire que l'OLED c'était de la merde. On peut pas dire que notre nouvelle technologie s'appelle QD OLED. Qui est de l'OLED dedans, on s'en fout, les gens ils le savent pas, c'est pas important. Donc on va mettre un autre nom, on va appeler ça QD Display, parce que QD OLED, c'est pas cohérent avec notre campagne marketing précédente. Voilà, donc aux dernières nouvelles, ça s'appellera un QD Display. L'autre technologie du futur, ce sont les écrans QLED, les vrais. Donc pas les QLED qu'on a dans le commerce. Donc ça s'appellera sûrement autrement que QLED, je ne sais pas comment. Et donc l'idée de ces écrans QLED, c'est des QLED qui s'appelleront pas QLED, mais qui contiendront des LED QLED. Ouais, je sais, il faut suivre. Et donc ces LED QLED, c'est quoi? Sont des quantum LED et sont des LED suffisamment petites pour qu'il y ait une LED pour chaque sous-pixel de l'écran. Ce qui veut dire que sur un écran en 4000 par 1900 et enfin 4000 par 2000, vous avez 4000 par 2000 fois 3 LED quantiques. Et donc tout peut être allumé et éteint indépendamment les uns des autres. C'est une technologie qui est vraiment géniale, sauf qu'à l'heure actuelle, les LED ne sont pas suffisamment petites que pour faire des télévisions. Et donc c'est en cours d'évolution. Et en plus, techniquement, une fois que les LED seront suffisamment petites, c'est qu'une grosse plaque de LED. Voilà. Et donc l'avantage de ça,
En dehors du fait qu'il faut le fabriquer, utiliser des matériaux, le payer, l'acheter et que ça consomme de l'électricité, si je mets tout ça sur le côté, ben, il n'y a plus d'inconvénients. Voilà. Enfin, à ma connaissance, c'est la technologie parfaite parce que vous faites ce que vous voulez. Il n'y a plus de temps de réponse. Les fréquences, vous montez aussi où vous voulez. La luminosité, bah, il suffit de mettre suffisamment de jus. Les contrastes, bah, vous coupez les LED là où il n'y a pas besoin de lumière comme de l'OLED. Donc c'est vraiment la technologie ultime. Et alors, il faut savoir que ça, je présente ça comme le futur, mais en fait c'est déjà le présent avec un truc qui s'appelle les euh, Crystal LED. Ça c'est un nom donné commercial donné par Sony, ou les micro LED. Et je vais en parler au calque suivant. Donc, ces micro LED, ben, c'est ce que je viens de vous présenter, sauf que c'est pas des culettes parce qu'elles sont encore assez grosses que pour s'appeler Quantum LED. Et c'est utilisé, il n'existe que 2 ou 3 télés à ma connaissance, mais de très grande taille, comme vous pouvez le voir ici dans l'illustration, qui ont cette technologie-là. Et donc, c'est vraiment comme ce que j'ai expliqué précédemment. Sauf que bah, à l'heure actuelle, le problème de ça, c'est le prix. Donc vous voyez, on est à 1000 € du pouce. L'écran que vous avez là sous les yeux doit faire quelque chose comme de l'ordre de 100 pouces. Bon, bah 1000 € du pouce, vous avez compris que c'est de l'ordre de 100 000 € la télé. Voilà, c'est pas encore très répandu, quoi. Donc vous n'allez pas aller chez MediaMarkt acheter ce truc-là. Sinon, c'est très utilisé et là, ça se répand fortement, donc pas chez le grand public, mais dans le monde professionnel ou au cinéma. Donc, par exemple, la série Le Mandalorian, plutôt que de tourner avec des acteurs sur des fonds verts et faire de l'incrustation d'images en post-production, ils tournent dans des gros studios de télé, enfin des gros studios de cinéma, de films, où ils filment, et ce sont des murs complets d'écrans de ce type-là. Et donc ils projettent les images, des fois des trucs calculés en 3D temps réel, derrière les acteurs, ils filment, et ça y est, bingo, il y a déjà la scène qui est faite dans des mondes post-apocalyptiques, sans devoir forcément faire des mois de post-traitement derrière, et sans devoir filmer sur fond vert. Et en plus, pour l'acteur, c'est pas mal parce qu'il voit l'environnement dans lequel il évolue. Donc, à l'heure actuelle, c'est utilisé principalement dans ce domaine-là. En résumé, donc les écrans. Là, je vous ai mis un tableau qui compare tous les écrans qui existent, enfin les types d'écrans qui existent. Il n'y a pas les trucs du turfu là dont on vient de parler. Donc, il y a la famille des LCD, les OLED, et alors j'ai quand même mis les micro LED dedans, histoire d'être complet, donc le truc hors de prix dont on vient de parler. Première ligne, ben, qu'est-ce qui se passe si on n'alimente pas les pixels? Ben, dans le cas des LCD, comme il y a un rétroéclairage allumé en permanence, dans le cas du TN, si je ne joue pas avec les cristaux liquides, le rétroéclairage traverse la dalle et donc j'émets du blanc. Dans toutes les autres technologies, dans le cas des LCD, ben, VA IPS, le rétroéclairage est bloqué par les cristaux liquides. Donc ça émet du noir, enfin du noir, j'aurais dû peut-être mettre anthracite parce que c'est pas un noir parfait. Et dans le cas de l'OLED et du micro-LED, il se passe rien, on n'alimente pas, donc il n'y a pas de lumière émise. Ensuite, le rendu des couleurs, bah, TN c'est nul, VA ça va, IPS c'est mieux. Et puis OLED c'est un cran au-dessus et micro-LED aussi. Si vous avez une version QLED d'écran LCD, alors bah, c'est un petit peu amélioré par rapport à une version non QLED ou technologie équivalente. Donc je crois que chez LG c'est NanoCell que ça s'appelle l'équivalent du QLED. Donc c'est juste une amélioration sur le rendu des couleurs, le QLED. Ensuite, au niveau des contrastes, bah, vous voyez que la hiérarchie entre les LCD est un petit peu différente. Donc le TN il est toujours mauvais quoi qu'il arrive. Les contrastes sont un peu moins bons sur IPS, ils sont meilleurs sur VA. Voilà. Donc ça, on fait que résumer. Et si vous avez une version de cette dalle-là en version mini LED ou technologie équivalente, vous avez plein de petites zones qui savent être allumées et coupées au niveau du rétroéclairage, ce qui améliore de façon globale les contrastes de l'écran. Cependant, rien de comparable avec les autres technologies où là, quand on veut quelque chose de sombre, ben, on n'émet pas de lumière. Donc là, les contrastes sont nickel. Ensuite, au niveau des temps de réponse, donc les temps de réorientation des cristaux liquides,
Ben, là, les TN cette fois-ci, c'est les meilleurs, donc ce sont ceux qui sont les plus réactifs. Attention, il y a des écrans, par exemple IPS, qui sont plus réactifs que des TN, parce que faut comparer évidemment des gammes équivalentes. Si vous prenez un écran TN de chez Wish qui a coûté 40 balles, bah, il est fort probable qu'il ne soit pas très réactif, qu'il ait des couleurs dégueulasses, qu'il ait des contrastes, enfin voilà. Donc il faut comparer évidemment des gammes comparables. Le temps de réponse entre VA et IPS, c'est un plus délicat de les comparer. Et par contre, là, en OLED et micro-LED, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement physique, les temps de réponse sont meilleurs. Les angles de vision, là, c'est une catastrophe en TN. Et puis, VA et IPS, c'est correct. Et ils sont excellents sur les autres technologies. La luminosité, ici, c'est quand même assez avantageux en LCD. Vu qu'on a un rétroéclairage puissant, on est capable de faire une forte luminosité par rapport à de l'OLED où c'est pas génial. Et par contre, de nouveau, le micro-LED, aucun souci. Et autre avantage de LCD, il n'y a pas de burn-in, quoi. Donc vous pouvez laisser un logo allumé en permanence, ça ne va pas cramer la dalle. Avec l'OLED, c'est une catastrophe. Donc on va essayer d'éviter de faire de la bureautique et des choses comme ça avec des écrans OLED. C'est d'ailleurs pour ça que l'OLED en écran PC n'est pas très courant. De nouveau, le micro LED, nickel, pas de souci. Et alors ici, il y a les tarifs. Là c'est suffisamment parlant. J'ai pas mis non plus dans le tableau ici qu'avec les micro LED, la densité, donc la taille des pixels, ils sont encore fort gros. Donc c'est pour ça que le micro LED, imaginons même que vous êtes milliardaire, il n'y a pas de micro LED pour écran de PC parce que les pixels sont encore assez gros, quoi. Donc ça n'existe pas encore dans l'écran de petite taille. Voilà, ceci clôture donc le chapitre et par la même occasion le cours.